Si je disais que c'était l'une des plus belles femmes de l'histoire, vous ririez sûrement. Mais dans les années 1740, elle est devenue l'une des femmes les plus convoitées de Grande-Bretagne. Orpheline dès son plus jeune âge, Fanny a eu une enfance difficile et a dû travailler un temps comme simple prostituée de rue. Alors comment est-elle devenue aussi tristement célèbre et désirée ? Suivez-moi pour découvrir son histoire. Les détails de la jeunesse de Fanny Murray sont assez flous, mais la plupart des chercheurs pensent qu'elle est née dans la ville de Bath, dans le sud-ouest de l'Angleterre, en 1729. Son père semble avoir été un musicien dont le nom de famille était Rodman, mais on ne sait pas grand-chose d'autre à son sujet. Le nom Murray semble avoir été une sorte de nom de scène, que Fanny a adopté à la fin de son adolescence lorsqu'elle a commencé à travailler comme courtisane à Londres. Sa famille était peut-être d'une certaine aisance puisque la profession de M. Rodman et ses relations avec le célèbre dandy Beau Nash semblent indiquer un milieu plutôt bourgeois. Cependant, le père de Fanny est décédé vers 1741 alors qu'elle n'avait que 12 ans et comme sa mère, dont on ne sait presque rien, était décédée avant lui, Fanny est devenue orpheline à ce moment-là. Désormais seule et appauvrie, Fanny a commencé à vendre des fleurs dans les rues de Bath pour survivre. Pendant cette période, elle entendait des commérages scandaleux et remarquait combien de vieux hommes riches étaient accompagnés de belles femmes. On disait qu'elle était elle-même une jolie fille, et il ne fallut pas longtemps avant qu'elle n'attire l'attention de John Spencer, un coureur de jupons de 34 ans qui était le petit-fils de l'un des plus grands généraux d'Angleterre, John Churchill, premier duc de Marlborough. Pourtant, Spencer serait tout sauf son sauveur. Il la séduisit avec de belles paroles et des promesses non tenues, et après avoir profité d'elle, il partit rapidement. Elle aurait facilement pu devenir une fille déshonorée si ce n'avait été une vieille connaissance de son père, Beau Nash. À ce moment-là, il avait bien dépassé la soixantaine et invita Fanny chez lui. Nash prit bien soin de Fanny et lui donna le goût des belles choses de la vie. Eh bien, on peut supposer qu'elle l'a vraiment rendu très heureux. Bien que Nash vivrait encore 20 ans, dès 1743 Fanny s'était installée à Londres, où elle accéda au statut de ce qu'on appelait une courtisane entretenue. C'était une situation dans laquelle un riche protecteur avançait l'argent nécessaire pour permettre à une jeune femme de s'établir comme courtisane ou prostituée de luxe. La raison pour laquelle cette voie professionnelle nécessitait une somme d'argent importante tenait aux robes, aux bijoux et aux cosmétiques coûteux indispensables pour divertir des hommes riches et puissants. Le premier protecteur de Murray semble avoir été Beau Nash, bien que vers la fin des années 1740, alors qu'elle entrait dans l'âge adulte, elle était gérée par Jack Harris, un proxénète londonien en vue qui a probablement travaillé sur et inspiré le Harris's List of Covent Garden Ladies, un annuaire des travailleuses du sexe de Londres. Avant de rencontrer Harris, Murray avait connu des difficultés financières et avait été contrainte de devenir une prostituée de rue ordinaire, offrant ses faveurs pour une modique somme. Alors que sa beauté se faisait connaître grâce à l'aide de Harris, à la fin des années 1740, Murray était célèbre dans tout Londres en tant que courtisane de luxe, comptant parmi sa clientèle certains des principaux aristocrates britanniques. On dit même que Murray avait tellement de visiteurs qu'elle engagea une sosie et loua une seconde chambre afin de pouvoir satisfaire 2 fois plus de gentlemen. À ce stade, elle n'était pas seulement très convoitée, mais aussi célèbre, au point que tout le monde en Angleterre savait qui elle était. Un journal de l'époque rapporte qu'il était conseillé de ne pas fréquenter Fanny. Ne pas porter un toast en son honneur à chaque repas était un crime. La Fanny Mania prit rapidement de l'ampleur. Elle faisait souvent la une des journaux et est devenue une icône de la mode, saluée pour ses tenues. Son influence sur la mode de l'époque était si grande que chaque femme de la ville copiait le moindre changement dans son style. Pendant ce temps, leur mari achetait secrètement des portraits en miniature d'elle et les glissait dans leur montre de poche pour pouvoir admirer sa beauté. Dans les années 1750, sa renommée était telle qu'elle figurait dans de nombreuses gravures sur bois et feuilles volantes publiées à Londres. L'une d'elles, intitulée The Careless Maid, prétendait offrir les conseils de Fanny sur les questions sexuelles, ou, comme on le disait, comment devenir une véritable dame française, bien qu'il soit inconnu si ces conseils venaient réellement d'elle.
Les auteurs ont sans doute utilisé son nom pour booster les ventes. Beaucoup des vies d'Antuli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir. Parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Il semble probable que Fanny ait été en partie l'inspiration pour l'une des publications les plus grivoises de l'Angleterre hanovrienne, qui parut en 2 parties à la fin de 1748 et au début de 1749. Les mémoires d'une femme de plaisir, ou Fanny Hill comme on l'appelle plus couramment d'après le personnage principal, ont été écrits par John Cleland. Une sorte d'escroc enfermé pour dette en 1748 a terminé ce projet, probablement rédigé lors d'une visite à Bombay afin de promouvoir auprès de la couronne portugaise la création d'une compagnie portugaise des Indes orientales. Avec son récit d'une femme réfléchissant à sa vie, au cours de laquelle elle a été orpheline à l'adolescence et a commencé à travailler comme prostituée à Londres peu de temps après, le roman présente clairement des similitudes importantes avec la vie de Murray. Par la suite, le livre sombre dans un enchaînement de passages érotiques qui auraient été considérés comme extrêmes selon les critères du XVIIIe siècle. Sans surprise, Fanny Hill a été rapidement interdit et laisse rester jusqu'à la fin du XXe siècle, bien que des versions aient circulé illégalement durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Cela a contribué à faire connaître Murray, car beaucoup de gens pensaient qu'elle faisait partie des sources d'inspiration de Cleland. Au début des années 1750, la réputation de Fanny s'est de nouveau étendue lorsque la nouvelle a commencé à circuler qu'elle fréquentait les célèbres clubs Hellfire et Devon à Londres. Le Hellfire Club a été fondé en 1718 par le duc de Wharton, bien que sa version la plus notoire n'ait commencé qu'en 1749 sous la direction de Francis Dashwood. Une fraternité secrète pour les libertins de la haute société, ces rassemblements consistaient principalement en beuveries et en comportements qui défiaient les normes sociales et morales de l'époque. Bien qu'il s'agisse d'une société exclusivement masculine, Fanny était apparemment engagée pour apparaître occasionnellement déguisée en nonne et participer à des débordements obscènes dans l'ivresse. Le Devon Club était un groupe social moins sulfureux, fondé en 1744 par le 4e comte de Sandwich, John Montagu, qui fut un amant occasionnel de Fanny dans les années suivantes. Le club tirait son nom du divan ou des canapés utilisés dans l'Empire ottoman et c'était un club réservé aux membres ayant visité l'État turc. Le club était plutôt un club où l'on se réunissait surtout pour dîner et moins notoire que le Hellfire Club. Fanny y assistait en tant que membre du harem, un rassemblement à connotation sexuelle, mais qui pouvait aussi être un événement de repas plus sage où les participants portaient des toasts les uns aux autres. Le rôle exact de Fanny au sein du Devon Club n'est pas clair, mais il fut de courte durée, car le club a fermé dans la seconde moitié des années 1740 plusieurs membres étant partis pour fonder ou rejoindre le Hellfire Club, plus sulfureux. Au début des années 1750, Fanny épousa Sir Richard Atkins, 6e baronnet Atkins de Clapham, un petit noble anglais qui avait à peu près le même âge que Murray.
Au cours de sa courte vie, Atkins a dilapidé une grande partie de la fortune familiale en engageant les services de certaines des courtisanes les plus réputées de Londres, dont Kitty Fisher, avant d'épouser finalement Fanny. Leur mariage était instable, et aucun des deux n'était resté entièrement monogame. Une anecdote célèbre raconte qu'un jour, Fanny s'est plainte auprès de lui qu'elle avait besoin d'argent de poche. En réponse, Atkins lui a donné un misérable billet de 20 livres. Très vexée, Fanny s'est écriée « Au diable tes 20 livres, qu'est-ce que ça représente ?» Arrachant le billet de sa main, elle le plaça ensuite entre 2 morceaux de pain et commença à le manger. L'union fut de courte durée, car Atkins mourut à l'été de 1756 alors que Murray n'avait que 27 ans. Au lieu de lui laisser un patrimoine conséquent, tout ce que son mari lui laissa, ce furent des dettes. À présent, sa beauté s'estompait, et dans son moment de détresse, tous ses admirateurs l'abandonnèrent. Incapable de payer ses dettes, Murray fut conduite dans une maison d'arrêt pour débiteurs. Là, elle apprit que John Spencer, premier comte Spencer, le fils de John Spencer, l'homme qui l'avait séduite la première fois, allait se marier. Heureusement pour Fanny, le jeune monsieur Spencer était un homme remarquablement généreux et honorable, et après avoir lu la lettre de supplication de Fanny, l'informant des actes indignes de son père, il décida de lui verser une pension annuelle de 200 livres. Non seulement Spencer la sauva de la pauvreté, mais il la présenta aussi à un de ses amis, David Ross, un acteur anglais et propriétaire de théâtre qui avait joué dans de nombreuses productions importantes sur les scènes de Dublin et de Londres, y compris une version de l'Avare de Henry Fielding, jouée à Small Cully à Dublin à la fin des années 1740. Et The Conscious Lovers de Richard Steele, qui a été présenté pour la première fois à Drury Lane à Londres en 1751. Ils tombèrent rapidement amoureux et, à la surprise générale, se marièrent dans l'année. Leur union fut heureuse et, malgré ses choix de carrière antérieurs, Fanny semble avoir abandonné son travail de courtisane en 1757. Et elle resta fidèle à Ross après leur mariage. Cela mis à part, elle n'a pas fui son passé. En 1759, 2 ans après avoir épousé Ross, un livre de mémoires fut publié à Londres intitulé « Memoirs of the Celebrated Miss Fanny Murray », entrecoupé des intrigues et amours de plusieurs personnages éminents, fondé sur des faits réels. Il a été écrit anonymement et à la 3e personne, mais il semble assez évident que Murray en était responsable, soit en l'écrivant elle-même, soit en le faisant écrire pour elle. C'était l'un des nombreux mémoires de ce genre détaillant la vie de certaines des courtisanes les plus célèbres de Londres, qui parurent au milieu du XVIIIe siècle. Malgré sa retraite dans les années 1750, Fanny se retrouva mêlée à l'un des scandales politiques et littéraires les plus notoires de l'Angleterre du XVIIIe siècle en 1763. Cette année-là, une nouvelle œuvre parut à Londres sous le titre « An Essay on Woman ». L'œuvre a été écrite par John Wilkes, un journaliste radical et homme politique controversé qui avait été élu au Parlement pour la circonscription de Aylesbury en 1757. En 1762, John Wilkes avait fondé un journal appelé The North Briton, dans le but d'attaquer le gouvernement du nouveau Premier ministre britannique, John Stuart, 3e comte de Bute. John Wilkes a peut-être rédigé un essai sur la femme en collaboration avec Thomas Potter, un autre député et membre du Hellfire Club, avant la mort de ce dernier en 1759. C'était essentiellement une parodie obscène de l'essai sur l'homme d'Alexandre Pope. Il fait référence à Fanny dès la première ligne et devient de plus en plus scandaleux à chaque phrase. Le poème a rapidement été accusé d'obscénité et de blasphème. En grande partie parce que, après avoir exploré les activités sexuelles de Fanny, Wilkes et Potter l'ont ensuite comparée à la Vierge Marie. Un geste audacieux alors que la religion tenait encore une place centrale dans la vie britannique. Rien n'indique que Fanny ait collaboré de quelque manière que ce soit avec Wilkes ou Potter sur le texte, mais elle en a rapidement eu connaissance, même pendant sa retraite, ce qui l'a bouleversée et a brièvement provoqué des tensions considérables dans son mariage. Cela a aussi provoqué beaucoup de tensions chez d'autres personnes. À la fin de l'année 1763, peu après sa publication, un essai sur la femme a été lu par John Montagu, 4e comte de Sandwich, l'un des anciens amants de Fanny, à la Chambre des Lords.
Sandwich gardait rancune à Wilkes à cause d'un incident survenu quelque temps plus tôt au Hellfire Club, lorsque Wilkes avait blessé Sandwich en lui laissant une cicatrice lors d'une séance spirit bien arrosée. Il l'accusa d'obscénité et de blasphème, lorsque le poème fut lu à voix haute. La Chambre des Lords fut d'accord et Wilkes fut condamné pour diffamation et sédition en janvier 1764. Bien qu'il ait déjà fui le pays pour la France en prévision de cette attaque, aucune accusation ne fut jamais portée contre Murray. Au moment où le poème scandaleux de Wilkes parut en 1763, Fanny menait une vie tranquille avec Ross, qui déclara à son sujet, je cite, « Quelles qu'aient été ses anciennes indiscrétions, elle s'est comportée en épouse avec une prudence et une discrétion exemplaires. » Ils passèrent la majeure partie de leur temps à Londres, où Ross s'était imposé non seulement comme un acteur à succès, mais aussi comme metteur en scène et producteur de théâtre. Il se rendait également en Écosse à l'occasion, où Ross joua dans plusieurs productions à Édimbourg, notamment une mise en scène de The Conscious Lovers au Théâtre Royal à la fin des années 1760. Il ne semble pas avoir eu d'enfant. Fanny est décédée à Londres le 2 avril 1778, à l'âge d'environ 48 ans. En raison de la notoriété du livre Fanny Hill, de nombreuses adaptations cinématographiques et télévisées ont été produites au fil des années. Plus récemment, une mini-série de la BBC en 2007. Ainsi, d'une certaine manière, l'histoire de Fanny Murray vit encore aujourd'hui à travers le personnage fictif de Fanny Hill. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Fanny Murray. J'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les laisser également dans les commentaires. J'espère que vous êtes abonnés et que les notifications sont activées pour recevoir mes vidéos dès leur publication. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi, alors je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.